Un juge condamne à une amende un homme noir pour avoir porté une croix et découvre qu'il est un génie du droit. La salle d'audience sombra dans un silence surnaturel dès que Jericho Langston franchit les hautes portes en bois. Sa présence semblait plier l'air, un poids lourd et chargé qui enveloppait la pièce d'effroi. Vêtu d'un costume anthracite qui collait à ses larges épaules comme une armure, il se déplaçait avec la précision d'un homme qui avait répété chaque pas dans sa tête pendant des années. L'écho grinçant de ses chaussures cirées sur le sol de marbre résonna comme un coup de marteau, faisant taire les murmures, arrêtant le brouhaha des papiers et l'arrogance désinvolte d'hommes qui se croyaient déjà vainqueurs. Même ceux qui ne reconnaissèrent pas son visage se redressèrent instinctivement, sentant le trouble dans l'ordre qu'ils croyaient inébranlable. Le regard de Jericho, perçant et impénétrable, scrutait la salle d'audience comme un champ de bataille. Il regarda d'abord le jury, scrutant les 12 inconnus qui allaient bientôt peser le prix de la vie de son père. Ils évitèrent son regard, non par manque de respect, mais parce que quelque chose dans son regard en demandait trop. Ce n'était pas le chagrin qui jaillissait de lui, c'était la fureur, comprimée et transformée en quelque chose de froid, de chirurgical. Puis son attention se porta sur la table de l'accusation, où la procureure adjointe triait ses papiers avec une soudaine urgence, son masque de contrôle vacillant l'espace d'une fraction de seconde. Puis sur l'homme à côté d'elle. L'inspecteur Clarence Voss se renversa nonchalamment dans son fauteuil, ses doigts épais entrelacés sur son ventre, l'air suffisant, empreint de l'assurance d'un homme qui avait toujours agi au-dessus des conséquences. Il cligna à peine des yeux lorsque le regard de Jericho se posa sur lui. Il semblait plutôt amusé. Mais il y eut une lueur, juste une lueur, partie aussi vite qu'elle était apparue. Voss n'était pas stupide, il savait exactement qui était Jericho. Il savait que ce n'était pas un simple avocat en quête de justice. C'était un fils qui n'avait plus rien à perdre. Jericho prit place à la table de la défense, posant sa serviette en cuir usé avec un sentiment de finalité. Le silence dans la salle persista un instant, comme si chacun attendait un verdict inédit avant de reprendre son rythme. Des papiers bruissaient, des voix s'éclaircissaient, mais la température avait changé. L'atmosphère était plus pesante, comme si les murs eux-mêmes comprenaient la gravité de ce qui venait d'entrer. La juge Marion Blight ajusta ses lunettes et regarda Jericho depuis son banc, l'air neutre mais la posture crispée. Elle était une relique de la vieille garde, une alliée de longue date du syndicat de police, nommée non pour son intelligence, mais pour sa loyauté indéfectible envers la ligne bleue. Jericho savait qu'elle n'avait aucun intérêt pour les quitter. Elle était là pour mener l'affaire juste assez loin pour protéger l'institution sans attirer l'attention du gouvernement fédéral. Tel était le but. La garder suffisamment propre pour attirer l'attention du public, suffisamment sale pour enterrer la vérité. Jericho avait compté là-dessus. Il n'avait pas mis les pieds dans un tribunal depuis 5 ans, pas depuis la nuit où son jeune frère, Caleb, s'était vidé de son sang au bord d'une autoroute après un contrôle routier qui avait mal tourné. La version officielle affirmait que Caleb avait résisté, qu'il y avait eu une bagarre, qu'un policier avait tiré pendant l'échauffourée. Mais Jericho avait vu les images de la caméra embarquée avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. Il avait vu son frère lever les 2 mains. Il avait vu l'hésitation sur le visage du policier, appuyé sur la détente, se démener pour dissimuler l'incident. Il se souvenait du bruit que Caleb avait fait lorsque la balle lui avait transpercé les côtes, un halètement étouffé et humide, et du silence qui avait suivi lorsque le département avait déclaré l'incident. Tragique mais justifié. À l'époque, Jericho croyait encore au système. Il avait tenté d'obtenir justice devant les tribunaux, déposer des requêtes, demander des enregistrements vidéo, exiger des dépositions. Mais les portes se sont refermées sur lui, les documents ont disparu, les témoins se sont rétractés sous la contrainte, et puis les menaces ont commencé. Son cabinet a pris ses distances, ses clients l'ont abandonné. Un à un,
tout ce qu'il avait bâti s'est effondré, et il a disparu de la vie publique sans un mot. Certains disaient qu'il avait quitté le pays. D'autres pensaient qu'il s'était suicidé. Mais Jericho n'avait fait que se cacher. Et maintenant, 5 ans plus tard, la machine qui avait enlevé son frère était de retour, cette fois pour son père. Il fixa Voss, se laissant envahir par le poids de sa présence. L'homme avait mené la perquisition sous prétexte d'exécuter un mandat d'arrêt pour trafic de drogue dans une maison où aucune drogue n'avait jamais été trouvée, où le seul occupant était un instituteur à la retraite en convalescence après une opération de la hanche. La porte avait été défoncée au bélier à 2h17 du matin, des grenades assourdissantes ayant été utilisées sans discernement. Voss avait versé l'accélérateur sur la moquette du couloir, prétendant que c'était pour débusquer les suspects. Lorsque les flammes ont consumé la maison et que le père de Jericho a subi des brûlures au 2e et 3e degré avant de succomber à un arrêt cardiaque, le rapport a qualifié les faits de dommages collatéraux lors d'une perquisition légale. Ils ont jugé que c'était justifié, encore une fois. Mais Jericho avait tiré les leçons du passé. Cette fois, il n'arrivait pas à l'aveuglette. La première semaine de procédure fut une danse prudente. Jericho joua le rôle du fils en deuil en quête de réponse. Il contre-interrogea les témoins avec une précision chirurgicale, sans jamais dévoiler son jeu complet. Il laissa l'accusation monter son dossier, brique par brique, comme prévu. Il supporta le mépris à peine voilé du juge Blythe, l'assurance suffisante de l'accusation, les journalistes qui l'observaient depuis l'extérieur du palais de justice, la plume taillée, impatients de le voir s'effondrer. Et puis arriva le colis. Il arriva sans adresse de retour, glissé dans une simple enveloppe en papier Kraft glissée sous la porte de son bureau temporaire. Jericho l'ouvrit en silence, les yeux scrutant la clé USB avant de l'insérer dans son ordinateur portable. Ce qui se passa à l'écran le laissa bouche bée. La vidéo était granuleuse, horodatée 2 semaines auparavant. Elle montrait un parking souterrain faiblement éclairé, vide à l'exception de 2 silhouettes évoluant dans l'ombre. L'une était incontestablement Voss. L'autre, un homme que Jericho reconnut immédiatement, était le chef Mason Herrick. Autrefois Navy SEAL, décoré pour son courage, il était aujourd'hui le symbole le plus visible de l'ordre public de la ville. Un homme avec qui Jericho avait partagé la scène lors d'une cérémonie de gala en faveur des anciens combattants, des années avant l'effondrement du monde. La vidéo captait un bref échange. Une enveloppe passée, des mots murmurés, mais clairement captés par l'écho du béton. La voix de Herrick était sans équivoque. On ne peut pas laisser le fils découvrir ce qui est vraiment arrivé au vieil homme. Le dossier s'arrêtait là, sans contexte, sans suite. Mais c'était suffisant. Jericho n'en parla à personne, pas encore. Il enferma la clé USB dans un boîtier sécurisé et resta un long moment assis dans son fauteuil, les yeux fixés sur l'écran éteint. Son instinct lui dictait de le crier sur tous les toits, de le diffuser à toute vitesse dans les médias, d'ensevelir le tribunal sous ses implications. Mais cela ne ferait que trahir leur jeu. Cela ouvrirait la voie à des manipulations, à des erreurs d'orientation, à une perte de traçabilité. Le système l'enterrerait avant les gros titres du lendemain. Non, il lui fallait plus. La vidéo confirmait ce qu'il soupçonnait déjà. La mort de son père n'était pas une opération clandestine. C'était une pièce d'un puzzle plus vaste, une action coordonnée visant à effacer quelque chose ou quelqu'un et à envoyer un message. Et la présence d'Herrick signifiait que l'affaire allait au-delà d'un seul inspecteur corrompu. Elle atteignait les plus hauts échelons du département, peut-être même la mairie. Il ne s'agissait plus seulement de brutalité policière, c'était une conspiration, une obstruction, un meurtre. Et chaque personne présente dans la salle d'audience, chaque badge, chaque robe, était un complice potentiel. Jericho ajusta sa stratégie du jour au lendemain. Il rouvrit d'anciens dossiers, ceux liés à Voss et Herrick. Il retraça les connexions, consulta les dossiers judiciaires, signala les plaintes classées. Les mêmes noms revenirent sans cesse. Des policiers qui s'étaient tus après avoir déposé des rapports internes.
des civils dont les poursuites s'étaient mystérieusement évaporées, des juges dont les décisions favorisaient toujours les forces de l'ordre. Il construisit un mur de visages et de ficelles dans sa chambre d'hôtel, chaque épingle traçant la corruption comme les veines d'un cœur malade. La salle d'audience retrouva son rythme dans les jours qui suivirent, mais Jericho ne réagissait plus. Il était à la chasse. Chaque contre-interrogatoire creusait désormais plus profondément, faisant subtilement remonter les incohérences à la surface. Il attirait les témoins vers des contradictions, les laissait se parjurer sous serment tout en souriant avec un détachement poli. Chaque faux pas, chaque hésitation, il les documentait. L'accusation croyait toujours avoir le dessus, mais Jericho avait déjà commencé à décortiquer son dossier une couche après l'autre. Il parlait peu au tribunal, laissant ses silences s'étirer juste assez longtemps pour mettre la salle mal à l'aise. Lorsqu'il prenait la parole, c'était avec une autorité calme qui faisait penser à un scalpel qu'on dégaine. Les jurés se penchaient sans s'en rendre compte. Les journalistes observaient avec plus d'attention. Même la juge Blythe commençait à remuer sur sa chaise, incertaine. Jericho savait qu'il voulait l'enterrer, le briser publiquement. Rappeler à tous que personne, pas même le fils brillant d'un homme brûlé, ne pouvait défier les rouages du système et survivre. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient appris à Jericho à se battre. Et maintenant, les comptes avaient commencé. 2 semaines avant le début du procès, une note largement expurgée avait glissé sur les bureaux du ministère de la Justice de l'État. La plupart de ceux qui l'avaient reçue n'en avaient lu que la première ligne avant de classer discrètement le dossier. Une phrase transparaissait à travers l'encre noire de la censure gouvernementale comme une lame enfoncée dans le papier. Ne laissez pas Langston réussir. Aucune justification ne suivait. Aucune référence juridique. Juste un nom, un ordre et une signature en bas de page qui avait plus de poids que n'importe quelle décision, le sénateur Thaddeus Halgrave. Pour la plupart, Halgrave n'était qu'un visage sur les panneaux d'affichage de campagne, tout en charisme et en patriotisme. Mais au sein du système, il était tout autre chose. Un faiseur de rois, un collecteur de dettes. Et sa relation avec le chef Mason Herrick s'étendait sur des décennies, scellées par des guerres étrangères et des faveurs nationales. Lorsque Halgrave signa cette note, ce n'était pas seulement politique, c'était personnel. Langston représentait une menace pour leur avenir à tous deux, l'un en uniforme, l'autre en costume sur mesure, lorgnant le bureau ovale. Alors que le mémo circulait silencieusement dans les arrière-boutiques et les boîtes de réception cryptées, Jericho Langston marchait seul dans les cendres du passé de son père. Les vestiges de la maison se dressaient, calcinés, provocateurs, les murs squelettiques noircis et courbés vers l'intérieur. L'odeur de bois brûlé et de produits chimiques persistait encore, des semaines après que l'incendie eût été qualifié de « conséquence regrettable d'une entrée tactique ». Jericho enjamba ce qui avait été le paillasson de son père, désormais réduit à des fils fragiles soudés au béton. Il n'avait pas amené d'équipe médico-légale, ni d'enquêteur. Il avait apporté son silence et son chagrin. Il traversa ce qui restait du salon, son regard scrutant les poutres effondrées, les meubles tordus, les cadres photos calcinés, fantômes d'une vie violemment terminée. Près de l'entrée, sous une patère à moitié fondue, il aperçut quelque chose qui brillait faiblement dans la cendre. S'agenouillant lentement, il l'attrapa et en essuya la suie. C'était le crucifix, celui qui était accroché à la porte depuis aussi longtemps que Jericho s'en souvienne. Enveloppé de fils de cuivre, taché par des décennies d'empreintes digitales et de prières, il avait survécu au brasier. Gondolé mais intact. Il le retourna dans sa main, les bords encore chauds du souvenir. Il savait qu'il n'avait aucune valeur légale. Aucun jury ne verrait cela et ne le considérerait comme une preuve. Mais c'était quelque chose de plus lourd. C'était la foi, la douleur et le feu, fusionnés en un seul objet. Il le mit dans sa poche sans un mot. La ville semblait différente cette semaine-là. Ou peut-être que Jericho avait changé.
Il se déplaçait comme un homme taillé dans la résolution, les yeux plus sombres qu'il y avait des années, la voix plus basse, plus maîtrisée. Chaque pas qu'il faisait vers cette salle d'audience lui semblait un jugement aiguisé par 5 longues années. Et, enfoui sous tout cela, quelque chose de plus ancien s'éveilla. Quelque chose d'une nuit qui ne l'avait jamais quitté. 5 ans plus tôt, son frère aîné Marcus avait été arrêté juste à l'extérieur de la ville, à quelques kilomètres de route fissurée entre des terres agricoles et un tronçon d'autoroute prisé par la police d'État pour des contrôles faciles. Marcus rentrait du travail en voiture, fatigué, les manches retroussées, sa carte d'identité déjà posée sur le tableau de bord. Les images, le peu que Jericho avait vu avant qu'elles ne disparaissent. Marcus avait hésité, non pas par défi, mais par confusion. Sa voix n'avait pas été enregistrée, mais ses mains restèrent sur le volant. Puis, l'éclair d'un mouvement, le bras tendu, les coups de feu, 5 coups de feu en succession rapide, des coups dans la poitrine, pas le temps de parler, pas le temps de respirer, aucune menace. Les images suivantes étaient des images fixes dans l'esprit de Jericho. Le verre brisé, la rougeur sur la chemise de Marcus, le silence qui suivit. Ils parlèrent d'un malentendu. Jericho parla de meurtre, et lorsqu'il tenta de le prouver, la ville serra les rangs. Les images disparurent. Les policiers furent disciplinés en interne. Les enregistrements de la caméra embarquée étaient corrompus. Jericho porta plainte, implora des autorisations de divulgation, fit appel aux affaires internes, mais toutes les portes se refermèrent jusqu'à ce que seul le silence demeurât. Il s'était une fois tenu devant les marches du tribunal, brandissant le nom de Marcus comme un drapeau, et était reparti sans rien d'autre que le souffle coupé. Ce fut le début de son exil. Mais ce n'était pas la fin de son projet. De retour au tribunal, cette rage habitait le regard de Jericho, invisible pour la plupart, mais palpitante à chaque question qu'il posait, à chaque objection qu'il soulevait. Il maniait la loi comme une lame, tranchant les témoignages avec une précision implacable. Les requêtes étaient contestées non pas pour faire traîner les choses, mais pour se ménager un espace, pour décortiquer les couches de tromperie accumulées par Voss et ceux qui le protégeaient. Les contre-interrogatoires devenaient des champs de bataille. Les témoins trébuchaient sous le poids de leurs propres contradictions. Jericho était méthodique, n'élevant jamais la voix, ne révélant jamais la profondeur de sa compréhension. Pour le monde extérieur, c'était un avocat de la défense qui s'en sortait bien. Mais ceux qui observaient attentivement, ceux qui connaissaient vraiment le terrain, sentaient que quelque chose se modifiait. Jericho faisait couler le sang. Puis, au 4e jour du procès, vint le moment qui brisa l'illusion d'ordre de la salle d'audience. C'était pendant la pause, un silence ambiant où la salle se vidait de murmures et de pas. La juge Blythe resta assise, examinant les requêtes. Jericho était assise à la table de la défense, parcourant calmement une page imprimée lorsque l'huissier se pencha et murmura quelque chose d'insistant à l'oreille du juge. L'expression de Blythe s'assombrit. Son regard se posa sur Jericho, se plissa légèrement, puis se durcit, marqué par quelque chose de plus qu'une simple irritation. C'était de la prudence, de la reconnaissance, peut-être même de la peur. Elle s'éclaircit la gorge et parla à voix haute, sa voix tranchant le bruit ambiant. Elle l'appela par son nom, sèche et inflexible. Portait-il, demanda-t-elle, des insignes religieux dans sa salle d'audience? Son ton était plus accusateur que questionneur. Jericho se leva lentement, ni sur la défensive ni surpris, juste mesuré. Ses mains reposèrent sur le bord de la table tandis qu'il se redressait. « Oui », répondit-il simplement. La croix de son père. Le visage de Blythe se crispa. Elle déclara que le tribunal n'autorisait pas les démonstrations de foi personnelle susceptibles d'influencer le parti pris émotionnel du jury. Elle annonça une amende. Jericho ne broncha pas. Au lieu de cela, il incline légèrement la tête, comme on le ferait, avant de révéler le coup final d'une longue partie. « Lui infliger une amende si elle le doit, » répondit-il. Mais avant cela, il lui suggéra de revenir sur une affaire particulière de 2007. Blythe contre le Conseil d'éthique de l'État. À l'instant même où il prononça ces mots,
l'atmosphère changea. Blythe se figea. Pas seulement une pause, mais une pause. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, les yeux clignant comme si elle avait entendu quelque chose qu'elle pensait ne jamais pouvoir refaire surface. Parce qu'elle se souvenait. Elle se souvenait du jeune et prodigieux avocat qui avait affronté le conseil d'éthique judiciaire de l'État et gagné. Elle se souvenait des preuves qu'il avait présentées, comptes cachés, dons clandestins, répression clandestine d'organisations religieuses dirigées par des minorités. Et elle se souvenait comment il avait gardé son nom hors du dossier public lors de l'accord final, invoquant l'importance de l'intégrité institutionnelle. La salle sentit immédiatement le changement. Les avocats marquèrent une pause au milieu de leurs murmures. Les jurés, bien que techniquement sortis de la salle, avaient laissé suffisamment d'oreilles derrière eux pour sentir le poids soudain qui s'abattait sur le silence. Jericho resta immobile, observant Blythe tandis que son masque se fendait, un tout petit peu. Elle savait qu'il l'avait protégée autrefois, et elle savait maintenant qu'il pouvait tout aussi bien défaire cette protection. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire de victoire, c'était quelque chose de plus froid. Il lui rappela, non pas par le ton, mais par la présence, que si elle voulait lui infliger une amende pour une simple croix, il avait autrefois gardé son propre secret, bien plus accablant, enfoui. Pendant plus d'une décennie, le silence qui suivit fut électrique, tendu. Personne ne parla, ni l'accusation, ni les auxiliaires de justice, ni même la sténographe qui attendait, les doigts gelés au-dessus de son clavier. Jericho ne dit rien de plus. Il retourna simplement à son siège, la croix de cuivre toujours visible autour de son cou. L'amende ne fut plus jamais mentionnée. À cet instant, il devint clair pour tous ceux qui étaient présents que ce procès n'était plus ce qu'il semblait être. Ce n'était pas un procès classique pour homicide involontaire. Il ne s'agissait pas seulement de fautes professionnelles ou d'indemnisation civile. C'était tout autre chose. Jericho ne jouait pas leur jeu. Ils le remodelaient, utilisant les règles mêmes qu'ils avaient instrumentalisées contre d'autres et les contournant pour révéler ce qui se cachait en dessous. Personne ne quitta la salle d'audience ce jour-là sans avoir une nouvelle compréhension de lui, du système et de la tempête qui s'annonçait. Après cela, tout s'emballa. Les murmures devinrent plus que de simples ragots. Ils commencèrent à s'infiltrer dans le sang de la ville comme un poison. Au début, ce ne furent que quelques murmures anonymes, un greffier entendant quelque chose dans le couloir, un assistant de la défense remarquant des noms familiers dans des documents scellés. Mais bientôt, les murmures se transformèrent en fuite. Le premier coup vint de l'intérieur. Un stagiaire du bureau du procureur, anonyme par peur mais déterminé, transmit une série de courriels internes au bureau temporaire de Jericho. L'objet du courriel était simplement « Vous devez voir ceci ». Les courriels étaient pires que prévu. Le juge Blythe, le chef Herrick et le sénateur Halgrave étaient en contact depuis des mois avant le procès, coordonnant leurs récits et leurs plans d'urgence. Un fil en particulier était brutal, un document stratégique intitulé « Message public en cas d'accusé noir agressif ayant des liens avec l'armée ». Il décrivait les points de discussion, les moyens de communication approuvés et les méthodes visant à saper la crédibilité de Jericho tout en renforçant l'héroïsme des forces de l'ordre. Le langage était clinique, froid, calculé. Jericho lut chaque ligne sans sourciller, mais intérieurement, une tempête déferla. Il n'était pas surpris, juste plus armé. Puis vint la coupure plus profonde. Enfoui dans l'une des pièces jointes se trouvait le scan d'un rapport classifié de 1989. Le nom sur l'entête était celui de son père. Dans le cadre de l'opération Devlin, une force opérationnelle secrète des Navy SEAL en Amérique centrale avait mené des missions si secrètes qu'elles n'étaient pas reconnues, même dans les cercles du Pentagone. Le père de Jericho, Solomon Langston, en faisait partie. Et la personne qui avait autorisé l'opération, le député Halgrave de l'époque, Solomon avait gardé cette partie de sa vie secrète. Jericho n'a jamais compris pourquoi. Il supposait que c'était de la culpabilité ou un traumatisme, quelque chose enfoui trop profondément pour être exprimé.
Mais selon les documents, Salomon avait menacé de se manifester des années plus tard, contraint par ce qu'il appelait une dette de sang impayée. Des atrocités avaient été commises, des villages rasés, des ordres donnés puis refusés. Salomon avait écrit à Algrave en privé, l'avertissant. Si la justice ne passait pas par le système, il la ferait passer par des témoignages. Cette lettre a tout déclenché. Le plan avait été minutieux. Présenter Salomon comme radicalisé, utiliser un informateur, inventer de toutes pièces si nécessaire, monter une information sur une arme, lancer un raid, éliminer la menace. L'incendie de la maison, celui que Jericho avait cru être un échec tactique, n'était pas accidentel. C'était une exécution en langage bureaucratique. Et Clarence Voss avait été l'instrument brutal de cette décision. Muni des fuites, Jericho est revenu dans la salle d'audience transformée. Il se déplaçait comme un homme qui savait que le sol sous ses pieds était miné et qui avait quand même choisi de marcher. Il ne plaidait plus la mort injustifiée. Il révélait une orchestration systémique. Il a assigné à comparaître le médecin légiste, un homme fatigué aux mains agitées qui avait affirmé que Salomon était mort d'inhalation de fumée. Sous le coup d'une contre-attaque, Jericho fit glisser une copie du rapport de toxicologie à la barre. Il y avait de la fumée, mais aussi de la kétamine, suffisamment pour endormir un homme avant l'incendie. L'examinateur bégaya, esquiva, puis s'interrompit. L'heure du décès avait été modifiée. Le sédatif n'avait pas été signalé. Le certificat avait été falsifié. La galerie haleta, mais Jericho ne s'arrêta pas. Son coup suivant fut plus brutal. Il appela un ancien inspecteur, Ronson Marks, qui avait pris sa retraite dans des circonstances troubles et disparu de la scène publique. Mais la culpabilité ne se dissout pas avec le silence. Marks témoigna à contre-cœur, mais à mesure que Jericho s'épaississait, la vérité perça son armure. L'information anonyme ayant donné le feu vert à la perquisition n'avait jamais existé. Elle avait été créée à la demande de Harrick. Ronson avait reçu l'ordre de retranscrire un appel qui n'arrivait jamais. À partir de ce moment, la salle d'audience devint un champ de bataille. Les regards et les postures tracèrent des limites. L'accusation recula, luttant pour contenir le récit. Les journalistes, exclus de la salle d'audience, captaient encore l'attention à travers les murmures dans les couloirs et le personnel du tribunal. Ils planaient à l'extérieur comme des vautours survolant un champ en feu. Les agents fédéraux arrivèrent ensuite, non pas à cause des requêtes de Jericho, mais parce que les agences s'observaient désormais mutuellement. Le ministère de la Justice avait été contraint d'ouvrir une enquête interne. La juge Blight, acculée par la révélation de son innocence, tenta d'interrompre la procédure en invoquant un excès de pouvoir judiciaire. Elle déclara la cour compromise, invoquant des menaces à l'ordre public. Mais Jericho avait déjà 5 longueurs d'avance. 2 jours plus tôt, il avait interjeté appel en urgence auprès du circuit fédéral. Une loi, rarement invoquée, autorisait la récusation des juges locaux en cas de complot. Et avec les communications divulguées, il avait amplement d'arguments. Lorsque Blythe tenta de classer l'affaire, une injonction fédérale bloqua sa requête dans l'heure. Un nouveau juge, venu de Washington D.C. par avion sur ordre discret, arriva le lendemain matin. Le vent avait officiellement tourné, mais même en menant cette bataille en audience publique, Jericho portait en lui un secret plus sombre que n'importe quel dossier. Un souvenir qu'il n'avait pas prévu d'utiliser. Il lui était arrivé sous la forme d'un appel tard dans la nuit, des semaines avant le début du procès. La voix à l'autre bout du fil était faible, rauque comme des feuilles sèches raclant le trottoir. Elle appartenait au commandant Royce, l'ancien chef d'équipe SEAL de son père. L'homme était mourant dans un service de soins palliatifs près de Norfolk, le corps rongé par le cancer, mais l'esprit vif, hanté. Jericho lui rendit visite en personne. Royce ressemblait à un fantôme dans un lit d'hôpital. Yeux enfoncés, membres frêles, perfusions se ramifiant comme des racines dans une peau mate. Mais lorsqu'il vit Jericho, il sourit malgré la douleur. Il y avait de la reconnaissance, de la honte. Ce que Royce partagea changea tout. La raison pour laquelle Algrave avait réduit Salomon au silence n'était pas seulement politique. C'était personnel. Lors d'une opération ratée en 1989, Algrave,
alors agent de liaison sur le terrain, avait paniqué sous le feu et rompu les rangs. Il avait abandonné 2 hommes derrière les lignes ennemies. Solomon avait désobéi aux ordres de revenir le chercher, tirant Algrave sous les tirs. Mais ils n'étaient pas tous revenus. L'homme abandonné ne fut jamais officiellement enregistré, son existence effacée. Mais Royce se souvenait, et Solomon aussi. Le soldat mort ce jour-là, celui sacrifié pour protéger la lâcheté d'Algrave, n'avait aucun nom dans les rapports officiels, car ce nom n'appartenait pas à un simple soldat. Il appartenait à un garçon qui avait été intégré temporairement grâce à un échange secret d'officiers subalternes. Il appartenait à Marcus Langston. Jericho n'avait pas compris au début. Son frère n'était pas dans l'armée à la fin des années 90. Il aurait été adolescent. Mais Royce avait clarifié les choses en larmes. Marcus avait rejoint un programme pour jeunes recrues potentiels, l'une des nombreuses initiatives clandestines utilisées pour préparer les candidats d'élite. Il avait supplié de l'accompagner lors d'une mission. Solomon avait cédé, croyant à une mission de reconnaissance mineure. Cela avait tourné au bain de sang. Marcus n'était pas mort à l'étranger, pas officiellement. Sa disparition avait été justifiée, le corps n'a jamais été retrouvé. Solomon avait porté ce fardeau pendant des années, menti à tout le monde, même à Jericho. Mais en vérité, Algrave avait veillé à ce que le casier judiciaire de Marcus soit effacé. Il ne pouvait pas risquer d'être exposé. Alors, lorsque Jericho a commencé à tirer les ficelles des années plus tard, après le contrôle routier, Algrave a réagi de nouveau. Cette fois, par l'intermédiaire des forces de l'ordre local, il a créé un nouveau Marcus. Un homme mort sur le sol américain, un homme mort par accident. L'ironie était cruelle. Jericho avait passé des années à tenter de venger un meurtre commis lors d'un contrôle routier. Mais Marcus était mort depuis des décennies. L'affaire était si profonde qu'il avait fallu 2 morts pour l'enterrer. Jericho quitta l'hospice ce soir-là, transformé. Il n'en parla à personne, pas même à ses plus proches collaborateurs. Il ignorait s'il utiliserait un jour cette vérité au tribunal. Mais elle vivait en lui désormais. Une lame plus tranchante que tout ce que l'arsenal juridique contenait. Une lame qu'il pouvait dégainer si nécessaire. Et tandis que la salle d'audience devenait plus sombre, plus embrouillée, chaque révélation se heurtant à la suivante, Jericho se tenait au cœur du cyclone, imperturbable, imperturbable. Il était le cyclone, et il n'avait pas encore commencé à briser ce qui devait être brisé. La 4e semaine du procès commença sous un nuage de tension. L'atmosphère dans la salle d'audience avait changé. Les murmures autrefois étouffés de la galerie s'étaient transformés en spéculations ouvertes. Les journalistes, jusque-là tenus à distance, étaient désormais autorisés à entrer, leurs stylos griffonnant furieusement, leurs appareils photos capturant la moindre émotion qui traversait le visage de Jericho. Dehors, les rues s'étaient remplies de manifestants, leurs voix s'élevant à l'unisson, une vague de colère et d'espoir. Des pancartes arborant des slogans comme « Justice pour Langston » et « Plus de corruption » flottaient dans la foule. C'était comme si la ville entière retenait son souffle depuis des semaines, attendant ce moment de libération, de renaissance. Jericho ressentait tout, chaque tremblement, chaque mouvement de l'air. Mais il ne se laissait pas émouvoir. Sa détermination avait été renforcée par le feu de la mort de son père et les mensonges qui avaient enseveli son frère. Il se tenait au cœur de la tempête, sa présence calme mais indéniable, tandis qu'il démontait le dossier de l'accusation avec une précision chirurgicale, une ligne à la fois. Ce n'était plus seulement un procès maintenant, c'était un règlement de compte. Jericho révéla des SMS entre le chef Harrick et le sénateur Algrave, confirmant leur collusion pour discréditer sa famille. Les 2 hommes avaient échangé des messages, cherchant à dépeindre Solomon Langston comme un danger pour la sécurité nationale, un radical déguisé. Il lut les mots à voix haute, chacun comme une lame tranchant plus profondément dans leur récit soigneusement construit. Harrick et Algrave avaient sous-estimé la capacité de Jericho à percer à jour leur réseau de tromperie. Et ce n'était que le début.
Jericho porta son attention sur l'inspecteur Clarence Voss, l'homme qui avait incendié la maison de son père, anéantissant toute chance qu'on se souvienne de lui pour autre chose que la diffamation qu'ils avaient répandue sur lui. Il révéla le passé sordide de Voss, une carrière bâtie sur la cruauté et la corruption. Voss avait été promu inspecteur non pas pour ses compétences, mais pour sa volonté de détruire des vies. Jericho produisit des preuves de l'existence de 5 maisons distinctes, toutes appartenant à des minorités, où Voss avait dissimulé de faux éléments de preuve, chaque cas étant scellé par une ordonnance de protection afin d'empêcher toute fuite de la vérité. La salle était silencieuse lorsque Jericho la présenta, et même les officiers les plus endurcis de la galerie semblèrent sursauter devant l'ampleur des révélations. Le coup de grâce fut inattendu. Un concierge discret du commissariat, un homme longtemps resté dans l'ombre, fut appelé à témoigner. Sa voix tremblait, mais la vérité était sans équivoque. Il avait vu Voss revenir de la descente au domicile du père de Jericho, portant un crucifix brûlé dans un sac en plastique. Le concierge avait vu Voss le manipuler comme un trophée, inconscient qu'il venait de sceller son destin. Jericho déposa le crucifix, désormais fondu au point d'être méconnaissable, sur la table d'épreuve. Il n'eut pas besoin d'en dire beaucoup. La vue de la relique brûlée, autrefois symbole de foi et de protection, réduite à un simple souvenir calciné, en disait long. La voix de Jericho se brisa tandis qu'il parlait, mais les mots vinrent quand même. C'est tout ce qui restait de mon père. La pièce, autrefois remplie de bruit, se tut. Le jury resta figé, les yeux écarquillés, digérant le poids de l'instant. Finalement, le jury déclara Voss coupable de tous les chefs d'accusation. Meurtre, complot et destruction de preuves. La recommandation d'inculpation fédérale immédiate contre Herrick et Halgrave fut rapidement formulée, tout comme une injonction d'urgence gelant tous leurs avoirs. Leur empire, bâti sur le mensonge et la manipulation, s'effondrait. Jericho avait percé. La machine se fissurait.